À Calais, 8 personnes sont jugées en comparution immédiate après leur intrusion dans un ferry. Face à cette situation, commerçants et professionnels ont organisé une manifestation dans la ville. Poursuite de la visite d'État de François Hollande en Inde avec au menu des discussions enjeux sécuritaires mais aussi économiques. La France espère faire avancer les discussions sur d'importants contrats commerciaux. 5 ans, jour pour jour, que la révolution a débuté en Égypte, mais cela semble désormais un lointain souvenir. Face à un contexte sécuritaire sensible, les rues du Caire sont désormais bouclées. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous pour cette demi-heure d'infos en direct sur I24 News. L'Égypte fait donc aujourd'hui les 5 ans de sa révolution, mais contexte sécuritaire oblige, aucune manifestation n'est prévue. Le pays se retrouve désormais sous la coupe d'un régime autoritaire qui a laminé toute opposition sur fond de menaces djihadistes et d'économie en berne. On regarde. Janvier 2011, des centaines de milliers d'Égyptiens déferlent dans les rues du Caire. Ils demandent la chute du régime autoritaire de Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans. Après 18 jours de manifestations et de violences, Moubarak démissionne. Mais pour les jeunes activistes comme Mustapha, dentiste au Caire et ancien député de l'opposition, le régime aujourd'hui en place a accru la répression par rapport à l'ère Moubarak. On nous a interdit d'apparaître dans les médias depuis plus de 2 ans. L'espace réduit qui nous reste dans les journaux va peut-être rester ouvert ou totalement fermé. Mais mon devoir et ma responsabilité est de parler de ce en quoi je crois, que le régime l'apprécie ou pas. Car en fin de compte, notre combat était pour la démocratie, et la démocratie n'a pas été mise en place jusqu'à ce jour. Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort au Caire, veut empêcher toute nouvelle manifestation à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers mois, les autorités ont fermé plusieurs cafés et salles de spectacle où se réunissaient activistes et anciens révolutionnaires. Ça fait partie d'une campagne agressive d'arrestation et de fermeture des lieux liés à la Révolution. La culture de la Révolution était dans ces endroits, que ce soit les écrivains, les acteurs, les artistes qui ont participé à la Révolution depuis le début. Les lieux comme Town House et Rawabet, ou Mérite, c'était là où ils jouaient. Et il restait ouvert pendant la Révolution. Les autorités mènent également une campagne brutale contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, renversé par le maréchal Sisi en juillet 2013. Des centaines d'entre eux ont été tués et des milliers d'autres arrêtés. Mais beaucoup d'Égyptiens sont fatigués de l'instabilité économique et politique et soutiennent Sisi, vantant sa figure d'homme à poigne. Les Égyptiens sont en colère et ne sont pas satisfaits. Les conditions de vie empirent chaque jour. L'espoir en l'avenir est très flou. Les Égyptiens n'arrivent plus à savoir ce qui va se passer demain. La place Tahrir, symbole de la révolution, est aujourd'hui totalement sous contrôle des autorités. Pourtant, en 2011, les Égyptiens y manifestaient au cri de pain, liberté et justice. Et pour aller plus loin, j'accueille sur ce plateau Myriam Danan. Bonjour Myriam. Alors 5 ans après, où en sont les revendications de ceux qui ont porté cette révolution? Alors ils voulaient du pain et plus de liberté. C'était le slogan sur cette place Tahrir le 25 janvier, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler que d'illusions perdues définitivement de cette révolution. Parce que la situation économique aujourd'hui de l'Égypte est toujours déplorable, notamment à cause de sa lutte contre le terrorisme et la chute du secteur du tourisme. Et Al-Sisi n'a pas encore réussi à la redresser. Mais également aujourd'hui parce que ces libertés qu'ils ont tant voulu, eh bien, ils ne les ont définitivement pas obtenues. Alors oui, effectivement, le changement est venu pour la première fois en Égypte par le bas. Et Moubarak, qui était en position depuis 1980, a perdu son pouvoir grâce à un mouvement populaire. Et c'est toujours, d'une certaine façon, ce mouvement populaire qui a mis Sisi désormais au pouvoir, lui dont on dérive, dont on énonce les dérives qui sont aujourd'hui militaro-dictatoriales. Alors aujourd'hui, l'Égypte est sans aucun doute partie prenante de l'équation politique. Elle n'a pas encore assez son mot à dire. On voit des problèmes au point de vue des libertés individuelles, du point de vue de la liberté d'expression, mais cette volonté de changement, elle existe toujours. L'espoir d'un nouveau retour à la démocratie définitive existe toujours, même si on n'y est pas encore. Et puis la très forte popularité de Sisi est également un très ferme soutien. Aujourd'hui, la révolution d'il y a 5 ans n'est qu'un souvenir, mais il reste un souvenir poignant
croyant dans la tête des Égyptiens qui peut-être un jour auront la force d'y revenir. Alors quel premier bilan peut-on tirer donc de ce gouvernement Al-Sisi, le chef de l'armée égyptienne ? Alors la première chose que Al-Sisi a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est d'affirmer qu'il allait rétablir d'abord la fin des frères musulmans. Il les a à nouveau déclarés comme une organisation illégale. C'est la fin de cette islamisation rampante de l'Égypte, dit-il. Si, cette tradition militaire aujourd'hui, elle est en lutte contre un ennemi terroriste déclaré. Il s'agit de Daesh. C'est l'ennemi numéro 1, c'est contre lui qu'il se bat. Et les résultats, eh bien, ils tardent à se faire ressentir. Alors il y a toujours le Sinaï qui est un véritable no man's land, mais également des attentats qui vont jusqu'au cœur de la capitale et de sa zone touristique. Et du coup, donc, une croissance économique à la peine. Si, il a encore des énormes chantiers devant lui. Et puis, il ne veut pas laisser une révolution se réveiller. Il a besoin, dit-il, de stabilité. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que 5 ans après la révolution, eh bien, on a aucune célébration, que les rues du Caire aujourd'hui ne sont pas quadrillées par les manifestants, mais par des hommes en uniforme pour des besoins de sécurité que certains, sans aucun doute, vont juger abusifs. La place Tahrir, surtout, est surveillée et ce n'est pas la résurgence des frères musulmans, mais bien celle des manifestants que Sisi craint également. La place Tahrir, centre névralgique de cette révolution égyptienne. Merci beaucoup, Myriam, pour ces précisions. Et l'incertitude demeure sur la date du début des négociations indirectes entre le régime syrien et l'opposition à Genève. Prévues ce lundi, elles seront probablement retardées de quelques jours sur fond de désaccords liés à la délégation de l'opposition. Et de son côté, l'armée de Bachar al-Assad a réussi à reprendre la localité stratégique de Rabia dans son fief historique de Latakié, aidé en partie par les Russes. Mel Benoliel. Rabia était le dernier bastion de la province côtière de Latakié, à l'ouest de la Syrie, une région qui est le berceau de la famille Assad. La ville vient d'être reprise par les forces pro-gouvernementales syriennes. Depuis 2012, Rabia a été contrôlée par des groupes rebelles, parmi eux notamment le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les forces du régime se sont d'abord emparées de 20 villages aux alentours avant de lancer leur assaut sur la ville. Une bataille dirigée par de hauts responsables militaires russes, selon certaines sources. Les forces pro-Assad ont en tout cas profité des frappes aériennes russes pour reprendre une ville qui leur semblait perdue il y a encore quelques semaines. Une victoire stratégique, Rabia était jusque-là un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, la Turquie a arrêté 23 membres présumés du groupe État islamique qui tentaient de traverser la frontière depuis la Syrie. 21 enfants accompagnaient les djihadistes. La population syrienne continue de payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260 000 morts depuis 2011, alors que l'ONU prépare avec difficulté les pourparlers de paix prévus dans les prochains jours à Genève. Les discussions doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. Nouvelle vidéo de propagande de l'État islamique. L'organisation djihadiste y a présenté cette fois-ci les 9 auteurs des attentats de Paris et menace les membres de la coalition. François Hollande a déclaré qu'aucune menace ne fera douter la France. Gabriel Nolin. Le titre de cette nouvelle vidéo de Daesh, « Tuez-les où que vous les rencontriez ». L'organisation de l'État islamique menace la France et les autres pays participant à la coalition contre Daesh en Syrie. Le cerveau des attentats du 13 novembre, Abdelhamid Abaoud, y prend notamment la parole. Si vous envoyez des avions de chasse pour venir bombarder les musulmans, sachez que l'État islamique vous envoie des chasseurs soif de sang de mécréants. Des chasseurs qui n'auront aucun répit pour vous égorger. Scènes d'exécution sommaire, de décapitation et hymnes appelant au djihad, mais aussi images d'archives faisant référence aux attaques terroristes de Paris. Dans cette vidéo, Daesh présente les terroristes responsables des attentats du 13 novembre. Mais ils ne sont que 9, 4 Belges, 3 Français et 2 Irakiens. Le complice présumé, Salah Abdeslam, qui a réussi à s'enfuir en Belgique au lendemain des attentats, n'est pas mentionné. Ces 9 terroristes djihadistes étaient déjà cités dans le dernier numéro de la revue de propagande d'Abik. L'Angleterre est aussi spécifiquement visée dans la vidéo. Son Premier ministre, David Cameron, est directement menacé. François Hollande, actuellement en visite en Inde, a tenu à réagir et à affirmer que la France ne céderait pas aux menaces des terroristes. Rien ne nous effraiera. Aucune menace ne fera douter la France de ce qu'elle a à faire pour le combat contre le terrorisme. Et si j'ai pris des mesures pour prolonger l'état d'urgence,
c'est bien parce que je sais que cette menace est là, mais que nous ne céderons en rien, ni sur les moyens de défendre notre pays, ni sur les libertés. Et ces images ne font que disqualifier les auteurs de ces crimes. Une déclaration importante à l'heure où la prolongation de l'état d'urgence fait débat dans l'Hexagone. Myri Maman nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Myri. Alors qu'est-ce qu'on apprend réellement dans cette vidéo de neuf ? Alors tout d'abord, on remarque quelque chose qui n'est pas nouveau justement, c'est ce sens de l'esthétique que l'État islamique met au profit de sa propagande. Il s'agit bien de 17 minutes de propagande où on glorifie ces héros, entre guillemets évidemment héros, qui ont tué 130 personnes à Paris. On parle, on l'a dit, de 9 terroristes, il en manque quelques-uns selon les données qu'on a aujourd'hui après les enquêtes du 13 novembre et notamment on l'a dit Abdeslam, Salah Abdeslam, parce que Ibrahim Abdeslam, celui qui s'est fait sauter, vous savez, le grand frère du fugitif, lui est encensé tout comme Abaoud, Abdelhamid Abaoud, ce qui veut dire que ces deux personnes sont des personnages clés dans les attentats. On les y voit décapités, on les y voit s'entraîner et on les entend parler pendant ces 17 minutes et menacer. Alors, on a appris, selon un site israélien, qu'il y aurait peut-être un message caché dans cette vidéo et qui annoncerait un nouvel attentat prochainement. Alors tout d'abord, il y a les menaces qui sont, elles, non voilées. On l'a vu, on a vu Cameron, on a vu qu'il s'agit d'une menace directement adressée à l'Angleterre ou encore à la France. Mais un site israélien met en avant aujourd'hui un message quasi subliminal qui serait inséré dans les codes Internet de ce message de 17 minutes. Évidemment, la vidéo est en cours d'analyse et on n'en sait pas plus aujourd'hui puisque l'État islamique décide de son propre timing pour publier ces vidéos. Merci beaucoup Myri Maman pour cette analyse. Deuxième jour de visite d'État pour François Hollande en Inde. Le chef de l'Élysée retrouve aujourd'hui le Premier ministre Narendra Modi pour tenter de nouer un accord sur la vente de Rafale. Léa Berdugo. La France espère bien finaliser l'accord de vente des Rafales au gouvernement indien. Mais à entendre le chef de l'État français, il va falloir être patient. Vous savez que lorsque le Premier ministre Modi était venu à Paris, il avait annoncé lui-même la commande de 36 avions, mais avec des conditions qui devaient être précisées. L'idée est d'avoir un accord intergouvernemental entre les deux pays, de manière à ce qu'ensuite les entreprises concernées puissent aller jusqu'au bout du processus. Les discussions sur la vente de ces 36 Rafales ont connu de nombreux rebondissements. En 2012, l'Inde débute des négociations avec Dassault Aviation pour une commande plus importante qui n'aboutissent pas. Aujourd'hui, d'autres points de blocage. En premier lieu, le prix. Ce contrat est estimé à plus de 5 milliards d'euros. Autre problème, la volonté de l'Inde de voir Dassault investir une part importante du contrat sur le sol indien. La visite de François Hollande a pris des accents bucoliques. Aux côtés de Narendra Modi, le chef de l'État a visité le Rock Garden de Chandigarh, une ville conçue par l'architecte franco-suisse Le Corbusier dans les années 50. Le président français est accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Plusieurs accords ont été signés, notamment dans le domaine du développement durable ou celui des énergies renouvelables. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste sera évoquée. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du Republic Day. Honneur fait à la France après les attentats de novembre dernier. L'année dernière, c'est Barack Obama qui y participait. L'actualité en France, la tension monte à Calais. Une manifestation de commerçants s'est déroulée en présence de la maire pour soutenir les emplois de cette ville, régulièrement théâtre d'incidents. Ce week-end, plusieurs migrants sont parvenus à monter sur un ferry stationné dans le port. Ils sont toujours aussi nombreux à chercher à rejoindre la Grande-Bretagne. On écoute. C'est de montrer qu'il y a une population, le monde maritime, qui a souhaité se réunir de façon solidaire parce qu'ils veulent montrer aussi que derrière un port, il y a des hommes, des femmes qui ont un métier, qui donc ont besoin d'activités et qui veulent montrer que la ville est belle et que le port est beau.
Et sachez que le président de la région, Xavier Bertrand, est attendu sur place cet après-midi. Il sera reçu par ailleurs avec la maire de Calais, que l'on vient d'entendre le 3 février prochain par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Grand favori de l'élection présidentielle au Portugal, le candidat conservateur Marcelo Rebelo de Sousa a été élu dès le premier tour. Âgé de 67 ans, il a été porté par sa popularité face à une gauche sensiblement divisée. On l'écoute. Il faut arriver à concilier la justice sociale avec la croissance économique et la stabilité financière. Nous vivons une époque difficile. Ce n'est pas facile dans le monde. Ce n'est pas facile en Europe. Ce n'est pas facile au Portugal. Soit nous nous développons économiquement en parlant d'une manière efficace, en créant de la justice sociale, en combattant l'exclusion, la pauvreté et les inégalités, tout en moralisant la vie publique et en dénonçant la corruption. Soit nous continuons à aggraver les tensions sociales et les inégalités entre les Portugais. Voilà pour la première partie de cette édition. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez, à suivre tout de suite. 10 ans aujourd'hui que le Hamas a été élu dans la bande de Gaza, une décennie marquée par des violences entre l'organisation terroriste et Israël, tirs de roquettes, guerre et opérations terrestres. Après la tempête vient le beau temps, retour à la normale progressivement aux États-Unis après d'importantes chutes de neige qui ont paralysé plusieurs grandes villes du pays. L'AR, bouclier contre la violence, une association située dans l'un des quartiers les plus dangereux de Washington, apaise les peurs et a choisi d'éduquer les enfants par la peinture. Mais tout d'abord, l'actualité en Israël. Shimon Peres retourne à l'hôpital après un séjour de 5 jours. L'ancien président israélien s'est de nouveau plaint de douleurs à la poitrine et souffrirait d'une arythmie. Il est âgé, je vous le rappelle, de 92 ans. Israël a riposté. Tsahal a mené la nuit dernière un raid contre une cible du Hamas dans la bande de Gaza, répliquant ainsi un tir de roquette qui avait visé la veille la région du sud du pays. Et 10 ans aujourd'hui que l'organisation terroriste a été élue dans la bande côtière, une décennie marquée par des violences, tirs de roquettes, guerre, opérations terrestres. Retour sur les faits en images avec Maxime Pérez. C'était le 25 janvier 2006, 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah, et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération Plomb durci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tsahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les deux factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'État d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération Pilier de défense déclenchée par Tsahal se résume à une campagne de bombardement ciblé contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité.
Et on reste dans le pays avec cette tempête qui a débuté. Vent violent, forte pluie et même chute de neige. La météo se montre capricieuse en cette fin de mois de janvier. Les précisions depuis Jérusalem avec Daniel Haïk. La neige attendue sur Jérusalem se fait désirer. Bien entendu, de nombreux Israéliens, en particulier parmi les plus jeunes, s'attendaient à ce que la capitale soit recouverte ce matin d'un manteau de neige. Eh bien, ils ont été déçus. Pour l'instant, il n'y a que de la pluie. La neige est attendue en fin de journée, probablement dans le courant de la nuit. Et même là, la météorologie nationale annonce qu'il ne s'agira que de précipitations relativement modestes. Il faut s'attendre peut-être à 3, 4 ou 5 cm de neige demain au réveil. Donc une tempête de moindre envergure, bien entendu, par rapport à celle qui a frappé il y a quelques jours les États-Unis, la côte est des États-Unis, une tempête aux dimensions, on va dire, israéliennes. Mais les responsables de la municipalité de Jérusalem ont d'ores et déjà pris leurs dispositions pour que des chasse-neige puissent déblayer les chutes de neige qui sont attendues dans le courant de la nuit et que la circulation puisse se poursuivre, en particulier sur l'autoroute qui relie Jérusalem à Tel Aviv, afin d'éviter que ne se reproduisent des scènes que l'on avait pu constater lors de la mémorable tempête de neige de décembre 2013, lorsque plusieurs centaines d'automobilistes avaient été bloqués à l'entrée de la capitale. Donc ici à Jérusalem, on attend toujours la neige pour les prochaines heures. Et direction à présent la côte est des États-Unis qui, elle, se remet tout juste du passage d'une tempête de neige. Mais le bilan est lourd. À l'arrivée, au moins 25 morts et plusieurs grandes villes, dont New York, qui ont été complètement paralysées. Gabriel Nolin. Après la tempête, le grand nettoyage. Mon plan est de nettoyer autant que je peux et aller voir si je dois travailler demain. Et si demain mon travail n'est pas fermé, alors il faudra qu'on sorte la voiture. Voilà notre objectif, donc on essaye d'au moins déblayer un chemin pour la voiture. Jonas ou Snowzilla est fini aux États-Unis et la côte est se lance dans une opération de déblayage massif. Un demi-mètre de neige est tombé pendant le week-end. La tâche est fastidieuse. Mais des habitants prennent les choses du bon côté. Aujourd'hui, les gens sont très amicaux entre eux. Je vois beaucoup de gens dans le quartier qui disent bonjour, bon courage, bon nettoyage. Hier, certains se lançaient même des boules de neige entre eux. En fait, je pense que ça a fait ressortir le meilleur côté de chacun. Avant de s'affairer au grand nettoyage et de retourner au travail, beaucoup ont voulu profiter de la neige. De nombreux bonhommes de neige peuplent les rues. New York est devenue une piste de luge géante. Et à Washington, une bataille de boules de neige sur le thème de Star Wars a rassemblé des centaines de personnes. C'est un combat épique. On se bat très dur pour tenir la colline, mais je ne sais pas pendant combien de temps encore. Oh mon Dieu! Comme vous pouvez le voir, c'est brutal. Même les chiens du président Obama ont pu jouer dans la neige. Tout doucement, la côte Est sort de sa paralysie. La circulation de véhicules a de nouveau été autorisée à New York dimanche matin. Les aéroports de Washington sont eux restés fermés. Le grand ciel bleu prévu pour les prochains jours devrait faciliter le déblayage, mais aussi permettre aux amateurs de neige de profiter encore un peu. L'art bouclier contre la violence, une association pour jeunes garçons noirs située dans les quartiers les plus dangereux de la ville de Washington, apaise les peurs et éduque ainsi les enfants par l'impeinture. Océane Nicole. Ils ont des rêves plein la tête, mais difficile parfois de les réaliser dans une ville où la délinquance est omniprésente. À Washington, depuis 1996, l'association Life Pieces s'occupe de plus de 180 garçons de 3 à 17 ans de la communauté afro-américaine. Le but, leur offrir un sanctuaire de paix. Les jeunes, quand ils participent à Life Pieces, ont un environnement sûr, chaleureux. Grâce à cela, ils ont la possibilité de s'exprimer. Et en général, ils s'expriment à travers l'art. Un environnement où les enfants s'expriment par l'art, une atmosphère différente de leur quotidien, une sorte de thérapie de groupe selon les organisateurs qui souhaitent inculquer de meilleures valeurs à ces enfants. Je viens ici car c'est un bon endroit, on est toujours en sécurité chez Life Pieces et ils vous aident toujours quand vous en avez besoin. Ils essaient de faire de nous des hommes afro-américains forts. C'est vraiment l'essentiel ici, devenir des hommes forts. Dans la capitale américaine, le taux d'homicide est parmi les plus élevés du pays. La ville est gangrénée par la violence des gangs. L'association se veut être une alternative pour que les jeunes afro-américains ne suivent pas le même chemin. Beaucoup de gens pensent que Washington est une ville sûre, ce qui est dans l'ensemble le cas. Mais la violence touche de nombreuses communautés et parfois elle est présente en permanence.
C'est pour ces jeunes et ces communautés que nous faisons ça. Notre boulot, c'est de s'assurer que ces groupes de jeunes ne s'entretuent pas. L'association Life Pieces emploie une trentaine de salariés et plus de 50 volontaires. Tous sont au service de ces jeunes pour tenter de leur offrir un avenir meilleur. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans quelques instants. Restez avec nous sur i24 News.